Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs déjà d'avoir eu l'idée d'organiser ces premières rencontres, qui, je l'espère, seront suivies de beaucoup d'autres, et d'autre part d'avoir eu l'audace d'inviter un juriste aujourd'hui, parmi tous ces scientifiques. Donc je vais essayer d'être le moins ennuyeux possible, ce qui n'est pas gagné. Donc je vais d'abord commencer par vous détendre un tout petit peu en vous présentant des personnages sympathiques avant d'aborder du droit. Donc vous avez ici deux fox terriers, Lucky et Elliot, et un cheval réformé de la garde républicaine. Donc ça c'est pour vous mettre un petit peu à l'aise avant d'aborder une matière qui est réputée pour être très austère. Alors, tout d'abord, je souhaite présenter donc, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. C'est une fondation qui est basée à Paris et qui est en fait non pas une association ou une fondation de protection animale, mais en réalité un groupe interdisciplinaire de recherche, d'études et de propositions. Alors il est composé de philosophes, de juristes, de scientifiques, dont l'objet principal est donc Oups, ça ne marche pas, si ça va venir. Alors c'est de faire reconnaître dans le code civil, ça c'est la partie juridique, la sensibilité de l'animal, pour le distinguer enfin des choses, d'améliorer d'étendre les législations qui existent tant au niveau international, au niveau européen et au niveau national, à veiller au strict respect des dispositions réglementaires et législatives, soutenir, développer et réaliser des études et des recherches. La Fondation édite tous les trimestres une revue que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site de la Fondation, une revue avec des articles qui sont assez intéressants, je pense, sur le plan juridique et scientifique, et donc évidemment de participer à la diffusion des informations relatives à la protection des animaux. Par ailleurs, je suis également... alors, pour revenir à la LFDA, je ne sais pas si vous le savez, mais décerne depuis 1984 un prix qui est remis en l'honneur du professeur Kessler, un prix scientifique qui est destiné à récompenser des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Donc c'est un prix qui est décerné chaque année. Et pour la première fois en 2014, la Fondation décernera un prix de droit qui est censé récompenser des juristes, qu'ils soient chercheurs enseignants, qu'ils soient praticiens, des juristes qui auront fait avancer la protection animale, que ce soit au plan réglementaire, que ce soit dans la pratique en veillant à une exécution stricte des dispositions réglementaires. Donc voilà, c'est la première fois qu'un prix de droit dans le domaine du droit animal est lancé en France, donc j'espère qu'il aura du succès, qu'il y aura beaucoup de candidats. Pour ceux qui s'intéressent, le dépôt des candidatures est le 30 septembre au plus tard. Donc voilà pour la LFDA. Je suis par ailleurs également, c'est un peu trop rapide, coordonnateur et secrétaire général de l'Eurogroup for Animal Law Studies, qui est un groupe qui a été constitué le 1er février 2013 en partenariat entre la LFDA et trois universités européennes, l'Université de Barcelone, l'Université de Bâle et l'Université de Zurich. Entre-temps, ce groupe a été rejoint par des universitaires anglais, finlandais, d'autres Suisses, des Français également. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de faire reconnaître enfin la matière, le droit animal comme une matière part entière et à favoriser son enseignement dans les universités et dans les grandes écoles européennes. Pour l'instant, il n'existe au niveau européen que deux enseignements en droit animal. Il y a d'une part à Barcelone un master animal et société qui est délivré depuis 2011 et par ailleurs il y a un doctorat à l'université de Bâle qui existe depuis 1 an. Donc l'idée c'est de faire la promotion de l'enseignement de cette matière dans les universités européennes. On verra si nous aurons autant de succès qu'aux États-Unis. Voilà. Alors, on va présenter tout d'abord ce que c'est que le droit animal. Voilà, en gros, la présentation de mon propos. Alors, tout d'abord, le droit animal, qu'est-ce que c'est?
Alors d'ailleurs, existe-t-il même le droit animal? Alors, on parle de droit animal ou droit animalier. Il y a une petite querelle entre juristes. Certains parlent de droit animal, qui est la traduction littérale d'animal law aux États-Unis. D'autres préfèrent le terme de droit animalier, parce qu'ils disent que ce n'est pas le droit qui est animal. Enfin bon, rentrons pas dans ce détail. Donc, si on considère que le droit animal est un corpus structuré, cohérent de dispositions réglementaires, on peut dire qu'il n'existe pas le droit animal aujourd'hui. En revanche, si on place sous ce terme l'ensemble des dispositions qui existent, que ce soit dans le code civil, dans le code rural, dans le code de l'environnement, dans le code pénal, oui, on peut considérer qu'il existe un droit animal en France et dans les autres pays. Alors, d'où vient le droit animal? La notion de droit animal vient des États-Unis, où, à la suite de l'ouvrage, de la parution de l'ouvrage connu par tous, qui s'appelait Animal Regulation en 1975, l'ouvrage de Peter Singer. Ce livre a été un choc pour beaucoup de personnes, notamment dans les pays anglo-saxons. Et il y a eu un mouvement qui s'est formé très rapidement dans les années 76-77. On a vu des étudiants, des activistes qui ont demandé à ce que le droit animal, en tout cas les dispositions se rapportant à l'animal dans le droit, soient enseignées par les universités. Et le premier enseignement a eu lieu en 1977 à l'université de Seton Hall dans le New Jersey. Et entre-temps, c'est une matière qui est enseignée aux États-Unis dans 129 universités, dans une dizaine d'universités au Canada, dans une dizaine d'universités en Australie, et comme on le sait en France, pas du tout. Donc on espère, avec l'Eurogroupe, créer un mouvement également en France pour que cette matière soit enfin enseignée. Sachant qu'il y a une demande qui est, je ne dis pas qu'elle est forte, hein, pas tous les jours qu'il y a des demandes, mais enfin, régulièrement, il y a des personnes qui me demandent c'est pour quand? Eh ben, c'est pas pour demain en France. Vous savez que la France n'est pas franchement en avance pour ce qui concerne la protection juridique de l'animal. Alors, l'animal en droit. Alors, on s'aperçoit tout d'abord qu'il n'y a pas de définition précise, cohérente, générale de l'animal. Alors, on trouve toutes sortes de définitions de l'animal. En général, l'animal est défini dans les textes où il apparaît en rapport direct avec l'objet du texte. Par exemple, on trouve, à titre d'illustration, dans le règlement 1069-2009, on considère que ce sont des animaux, les vertébrés, à l'exclusion des reptiles et des amphibiens. Dans un autre règlement, le règlement 2009-1, ce sont les vertébrés vivants. Des fois, ce sont les animaux vertébrés non humains, vivants, y compris les formes larvaires. Enfin bon, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de définitions, mais rien de cohérent. Bon. De même, on ne définit pas, ça je pense que vous l'avez déjà vu, ce que c'est qu'un animal sensible. C'est quoi la sensibilité? Alors, justement, la LFDA, je reviendrai dessus plus tard, la LFDA avait fait une proposition de loi qui avait été déposée à l'Élysée en novembre 2013, où on définissait la sensibilité de l'animal et on définissait également la notion de bien-être, ce qui est en général pas défini. Alors, dans le code pénal, on définit l'animal comme l'animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité. Mais enfin, on a toutes sortes de définitions, mais il n'y a rien de cohérent ni qui puisse s'appliquer à toutes les dispositions. Alors, en droit international et européen, il faut savoir qu'il n'y a pas une loi mondiale qui protège les animaux. Ça n'existe pas, il y a toutes sortes de textes, il y a des conventions internationales. L'une des plus connues est la convention, dite la convention CITES sur le commerce international des animaux et des espèces animales et de la flore menacées d'extinction. Il y a des règlements européens, il y a des directives, il y a des normes de l'OIE. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent, mais il n'y a pas une véritable loi qui s'applique dans tous les pays du monde. Il faut considérer qu'aujourd'hui, en gros, il n'y a qu'un tiers des pays du monde qui ont une réglementation protectrice de l'animal. En gros, on estime à peu près 65 pays, sur un total de un peu plus de 190 pays qui existent, hein, qui sont reconnus par l'ONU. Donc il y a beaucoup de travail, et on se rend compte que la protection, elle est surtout au niveau européen. La protection des animaux est surtout prise en compte par le droit européen dans le cadre de nombreux règlements et de directives.
dont celle dont on va parler aujourd'hui, concernant donc, les animaux utilisés à des fins scientifiques. La protection de l'animal, le bien-être de l'animal est également reconnu au niveau du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise à l'article 13 que les pays, lorsqu'ils élaborent des dispositions réglementaires, tiennent compte du bien-être de l'animal. Ce n'est pas nouveau, cet article 13 est apparu avec le traité de Lisbonne en 2007, qui est entré en vigueur en 2009. Mais dès 1997, le protocole 33A au traité d'Amsterdam reconnaissait déjà la nécessité de veiller au bien-être de l'animal, tout en respectant par ailleurs les traditions, les cultures, les religions. Il y a quand même pas mal d'exceptions. Alors, en ce qui concerne l'animal dans le droit français, alors on se rend compte qu'on trouve des textes un peu partout, dans plusieurs codes. On a des dispositions dans le code civil, dans le code pénal, dans le code de l'environnement, dans le code rural, et dans beaucoup d'autres textes. Donc il n'y a rien de cohérent. Et donc cette mise en cohérence, je pense, est absolument nécessaire et devrait faire l'objet, comme on l'a fait dans d'autres pays, notamment par exemple en Suisse. Une grande loi sur la protection animale serait une excellente idée. Puisqu'en France, on a toute tendance à aller par à-coups. Alors on bricole à droite, on bricole à gauche. On verra plus tard d'ailleurs la façon dont on s'est pris pour la modification du statut juridique de l'animal dans le code civil. Donc, vous avez sans doute entendu parler récemment. Alors, pour le régime juridique, dans le code civil, aujourd'hui encore, puisque vous avez entendu sans doute parler de cet amendement de Glavany qui est intervenu le 15 avril 2014, aujourd'hui, officiellement dans le code civil, l'animal est toujours considéré comme un bien. Dans l'article 528 du code civil, c'est un bien meuble. C'est un bien meuble, ça peut même être un bien immeuble, selon le cas. Donc, alors, récemment, en 2013, vous avez sans doute entendu parler de la campagne menée par 30 millions d'amis qui a demandé une modification du statut juridique de l'animal. Il y avait même une déclaration, un manifeste qui avait été signé par 24 intellectuels qui souhaitaient qu'enfin on reconnaisse l'animal comme étant un être sensible et que l'on sorte l'animal de la catégorie des biens. Et on comparait souvent l'animal à une chaise. On disait, bon, l'animal n'est pas une chaise. En fait, l'animal n'était pas reconnu comme étant l'équivalent d'une chaise dans le code civil, puisqu'on le distinguait déjà des objets inertes. Donc, il y avait déjà cette distinction qui existait depuis un certain temps. Et d'ailleurs, distinction qui a été introduite dans le code civil grâce à la LFDA, qui avait d'ailleurs milité pour ce changement. Donc, aujourd'hui, sous réserve de ce que cet amendement de Glavany, sur lequel je reviendrai plus tard, soit effectivement adoptée, que la loi soit votée, qu'elle soit promulguée, qu'elle entre en vigueur, qu'elle ne soit pas contestée, aujourd'hui, il est toujours un bien. Demain, avec l'amendement Glavany sur lequel je reviendrai, l'animal est reconnu comme étant un être sensible, un être vivant. Il a fallu aux juristes 210 ans pour se rendre compte qu'un animal est un être vivant. C'est pas mal. Ensuite, il est doué de sensibilité. Je pense que les scientifiques seront un peu étonnés d'apprendre que tout animal est doué de sensibilité, ce qui n'est pas, a priori, quelque chose d'établi. Alors, le code rural et le code de la pêche maritime, c'était le seul, jusqu'à présent, qui reconnaissait explicitement l'animal comme un être sensible. L'article 214.1, qui est très connu, qui reconnaissait clairement la sensibilité de l'animal, tout animal étant un être sensible, ce qui, pour un scientifique, encore une fois, peut paraître une aberration, doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Bon. Le code pénal, qu'est-ce qu'il dit? Le code pénal, il reconnaissait implicitement la sensibilité de l'animal, dans la mesure où l'animal, les infractions dont l'animal était l'objet, avaient été sorties des autres catégories d'infractions, et on a créé une nouvelle catégorie. Il y avait des autres crimes et délits, donc, qui a été rajouté à côté des crimes et délits contre les biens, crimes et délits contre les personnes. Donc, on peut considérer que, implicitement, le code pénal reconnaît la sensibilité de l'animal. Le code pénal, d'ailleurs, qui prévoit, dans le cas d'actes de cruauté, des sanctions que certaines personnes considèrent comme très importantes, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
faut bien reconnaître que ça n'est pas terrible hein, comme sanction, sachant qu'un vol simple, vous volez un téléphone portable, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc je pense qu'en mettant les choses en perspective, vous abîmez la façade d'un immeuble public, un bâtiment public, vous risquez 5 ans. Alors, je veux dire, ce n'est pas tout à fait en proportion avec la gravité des faits. Hein. Bon, donc le code pénal reconnaît implicitement la sensibilité de l'animal. Le code de l'environnement. Alors, le code de l'environnement ne traite que des animaux, on appelle ça sauvages, des animaux qui vivent à l'état de liberté. Et le code de l'environnement ne reconnaît aucunement la sensibilité de l'animal sauvage ou vivant à l'état de liberté. Et d'ailleurs, il ne reconnaît même pas l'existence de l'animal en tant qu'individu. Hein. Le code de l'environnement reconnaît l'existence des animaux en tant qu'espèces, uniquement. Alors, espèces qui peuvent être soit classées, donc on les protège. Hein. Donc, si vous tuez effectivement un ours ou un loup ou une espèce protégée, vous avez des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement, ce qui d'ailleurs n'est pas très cher à payer. En revanche, vous avez également une protection contre les animaux, une protection des humains contre les animaux, lorsque l'on parle d'animaux nuisibles, puisque les animaux nuisibles sont listés. Alors, selon les départements, vous avez des animaux qui sont nuisibles ou pas nuisibles. Hein. Bon, le renard peut être nuisible dans un département, pas dans l'autre. C'est un peu étonnant. Donc, en fait, c'est toujours l'intérêt de l'homme qui prévaut, et l'animal en fait quand même beaucoup les frais. Donc, le code de l'environnement est plutôt comme le disait le professeur Marc Guénaud, qui est un éminent juriste en droit animal, c'est surtout un code de protection contre les animaux. Hein, et des fois un véritable hymne à la chasse. Puisqu'il y a un texte qui est assez édifiant, que je vous lirai très rapidement. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée, ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. Donc les chasseurs sont des bienfaiteurs de l'humanité. Donc, alors, la modification du statut juridique de l'animal, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Dès 2005, le Premier ministre avait demandé à Mme Suzanne Antoine, qui était présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, et qui est également membre de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, de commettre un rapport sur le régime juridique de l'animal. Et elle avait fait 2 propositions. La première proposition, c'était de sortir l'animal de la catégorie des biens, donc de créer une 3e catégorie. Il y a la catégorie des personnes, la catégorie des animaux et la catégorie des biens. Ou alors, deuxième solution qui paraissait plus raisonnable, c'était de dire que l'animal est un bien protégé. On le laisse toujours dans la catégorie des biens, mais un bien protégé, en raison de sa sensibilité. Voilà. Donc, ce rapport n'a jamais eu de suite. C'est pas nouveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs propositions qui se sont succédées, propositions de loi émanant de parlementaires, des députés, des sénateurs, qui ont tous cherché à réformer le statut juridique de l'animal dans le Code civil. Tous voulaient que l'animal soit reconnu comme un être sensible. La plupart voulaient que l'animal soit sorti de la catégorie des biens. Aucune de ces propositions n'a jamais été examinée. Donc ce sont des textes qui ont été déposés à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais sans aucune suite. Lorsque François Hollande était candidat à la présidence de la République, il s'était engagé, puisqu'il avait été saisi par de nombreuses associations, qui lui ont demandé ce qu'il comptait faire pour les animaux. François Hollande avait dit qu'il s'engageait à réformer le statut juridique de l'animal et de faire reconnaître sa sensibilité. Il avait même dit à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences qu'elle serait considérée comme un partenaire privilégié. Donc lorsqu'il a été élu président, il s'est dit on va en profiter, puisqu'il s'est engagé par écrit, nous allons donc demander à ce qu'il mette sa promesse à exécution. Donc une proposition de loi a été préparée par la Fondation, a été remise à l'Élysée en fin d'année 2013, dont on n'a plus entendu parler.
jusqu'au 15 avril 2014, lorsque tout d'un coup, dans le cadre de l'examen d'un projet de loi du gouvernement sur la modernisation du droit et la simplification des procédures juridiques, M. Glavany, qui est un ancien ministre de l'Agriculture, député, qui n'a jamais été connu comme étant un fervent défenseur des animaux, a soumis un amendement numéro 59, l'article 88, on peut dire, c'est quand même un peu compliqué, et qui disait la chose suivante. Il propose l'introduction d'un nouvel article, l'article 515-14, qui reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais que, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. Donc en gros, ça ne changeait rien sur le fond, il restait toujours des biens. Je pense que ce n'est pas demain que les animaux ne seront plus considérés comme des biens. Donc en fait, c'était simplement, c'est ce qu'il avait donné comme explication, dans le but d'assurer une cohérence des textes entre eux. Le Code rural reconnaît la sensibilité, le Code civil ne le faisait pas. Allez, mettons donc en cohérence le Code civil et le Code rural. Cet amendement, quel est son sort? Il devait passer en commission paritaire, donc avec les sénateurs et les députés, le 13 mai. Il y a eu un désaccord, donc cet amendement a constaté l'échec d'un accord de la commission mixte paritaire. Il revient en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. On verra bien quelle sera la suite de cet amendement, mais sous réserve que cet amendement passe, que la loi soit promulguée, qu'elle ne soit pas contestée derrière devant le Conseil constitutionnel, eh bien on peut considérer alors que l'animal, dans le Code civil, aura été enfin reconnu comme un être sensible, sans que par ailleurs ça change grandement les choses sur le fond. Alors, en ce qui concerne... Vite. Alors, en ce qui concerne l'expérimentation animale, il y a jusqu'en 2013, l'expérimentation animale résultait des visées aux articles 521.2 du Code pénal, les articles R 214, 87 à 215, 10 du Code rural, et tout un ensemble de textes, de décrets, d'arrêtés, qui transposait à l'époque la directive 86-609, qui s'appliquait donc jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la directive 2010-63, que l'on connaît maintenant plutôt bien, et qui a apporté un certain nombre de modifications. D'une part, il y a eu cette directive donc, a été du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, a fait l'objet d'une transposition dans notre droit national par un décret du 1er février 2013, décret accompagné de 5 arrêtés. Alors, qu'est-ce que ces nouveaux textes apportent principalement? Alors, on se rend compte d'une part qu'il y a le champ d'application de la loi qui a été étendu. Il a été étendu aux céphalopodes et aux formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement. On voit que les normes de soins et d'hébergement ont été modifiées, la taille notamment des cages qui a été revue, et les textes entreront en application d'ailleurs, la date limite qui est au 31 décembre 2016. Il y a des méthodes d'euthanasie qui sont identifiées en fonction des espèces, une formation des personnels qui est améliorée. Ça, c'est une partie des choses qui ont été améliorées. Il y a des responsabilités qui sont mieux définies. Il y a un responsable qui doit être nommé pour suivre le bien-être des animaux. Il y a un vétérinaire qui doit être désigné ayant les qualifications requises dans le cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces pour conseiller la structure chargée du bien-être des animaux. Il y a une structure interne qui est chargée du bien-être des animaux qui doit être créée. Il y a une demande d'agrément, donc on parle du formulaire CERFA qui doit être joint à la demande d'agrément de l'établissement. Alors, il y a surtout quelque chose qui est nouveau, et je rebondis là tout de
suite sur les propos de Madame Combresson qui disait que la réhabilitation, le terme de réhabilitation n'est pas très beau et elle cherchait un autre mot que réhabilitation. Et j'aime beaucoup le terme qui est utilisé par les Anglais dans l'Animal Act de 1986, qui a été revu en 2012. Ils parlent de rehoming. Ce qui est beaucoup plus sympa, c'est... Alors, après, il faut le traduire en français, hein, mais je pense que réhabilitation, je préfère que ça s'applique aux hommes politiques qu'aux animaux, et le rehoming me plaît beaucoup pour les animaux. Donc après, je ne sais pas comment on va pouvoir le traduire en français. C'est pas un retour à la maison, parce qu'ils n'ont jamais été à la maison. C'est... Voilà. J'ai cherché, j'ai trouvé adoption. Mais adoption, non, ça colle pas non plus. Donc, mais c'est un terme qui est beaucoup plus plaisant que réhabilitation. Donc, alors peut-être quelqu'un aura une idée d'ici ce soir sur la façon dont on pourrait... Alors, pourquoi cette directive a été revue, la directive 86 a été revue en 2010 ? Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait des divergences qui étaient apparues entre les États membres de l'Union. Certains avaient une application plus ou moins rigoureuse, et on s'était rendu compte que finalement, il y avait des distorsions qui s'étaient créées entre les pays, donc il était temps de revoir tout cela. Par ailleurs, entre-temps, était également intervenu le traité, sur le fonctionnement de l'Union européenne, hein, le traité de Lisbonne, qui reconnaissait en son article 13 la nécessité de veiller au bien-être animal. Il y a également eu des progrès de la science qui ont apporté des données nouvelles sur la sensibilité des animaux. Il y a également l'attitude du public qui a changé. Le public est beaucoup plus sensible à ce qui advient aux animaux. Donc, tout cela a fait qu'il est apparu nécessaire de revoir la directive, qui a donc été fait en 2010. Alors, ce qui est important de voir, c'est les considérants. Quand on lit les considérants, c'est toujours une chose qui est très intéressante. On a toujours tendance à passer directement au texte et on oublie un peu les considérants, qui expliquent le pourquoi finalement du texte. Et on voit là-dedans qu'il y a une chose importante qui est citée, qui apparaît, le considérant 12, qui dit que les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Ça, c'est quand même nouveau, c'est quand même très fort, une valeur intrinsèque. C'est un peu comme les Suisses quand ils parlent de dignité de l'animal. Qu'est-ce que c'est que la dignité de l'animal? C'est effectivement, c'est le respect de sa valeur intrinsèque en faisant abstraction de toute considération humaine, des intérêts humains. Donc c'est quelque chose de très très fort. Et le considérant 26, c'est celui qui nous intéresse beaucoup, c'est celui qui prévoit justement qu'en fin de protocole, l'animal puisse être relâché dans un habitat approprié ou qu'il soit lacé. Alors, il cite l'exemple, dans certains cas, il convient de relâcher les animaux dans un habitat approprié ou d'autoriser le placement des animaux. Alors, il cite des exemples. Alors, on voit bien que c'est essentiellement ces animaux dont il est question, comme les chiens et les chats, dans des ménages. Donc, on a une vision un peu rétrograde, on parle de ménage, bref. Et si des États membres prévoient de placer des animaux, il est essentiel que les dispositions soient prises par l'éleveur, le fournisseur ou l'utilisateur pour les socialiser, afin d'assurer le succès de leur placement, d'éviter aux animaux une angoisse inutile et de garantir la sécurité publique. Donc ça, c'était dans le considérant 26. Donc c'est une chose importante parce que la directive de 86 ne prévoyait pas de dispositions spécifiques quant à la réhabilitation de l'animal. On sait que le Graal, depuis 2005, travaillait dessus et réhabilitait des animaux, mais ça n'était pas prévu expressément dans la directive. Donc la directive de 2010 c'est la grande innovation, prévu cette possibilité de réhabilitation, de placement, soit dans des familles d'accueil, soit dans des centres spécialisés, pour ce qui concerne principalement des primates d'ailleurs. Donc l'apport principal, c'est la réhabilitation, mais c'est simplement une possibilité, ce n'est pas une obligation, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de placer des animaux encore vivants en fin de protocole, c'est simplement une possibilité. C'est des États qui décident, donc les États ne sont pas obligés de prévoir la réhabilitation. La France l'a fait, puisque le décret
de 2013, du 1er février, le prévoit. Alors, il y a évidemment des exigences dans l'article 19 de la directive pour la mise en liberté et le placement des animaux. Il faut tout d'abord que l'état de santé de l'animal le permette. Il faut qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement, et il faut que des mesures appropriées aient été prises pour préserver le bien-être de l'animal. Alors, il y a des exigences qui sont listées au chapitre 4, l'agrément. Il y a tout d'abord l'obligation de mettre en place un programme de placement et de mise en liberté des animaux. Programme de placement qui assure la socialisation des animaux qui sont évidemment destinés à être placés, et pour les animaux sauvages, d'un programme de réadaptation avant de les relâcher dans leur habitat. Alors, il y a également l'obligation pour les États membres de veiller à ce que les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs tiennent des registres où sont consignées notamment les dates d'acquisition. Je ne sais pas si c'est là. Bon, ça, c'est pas fait pour la France. Les dates d'acquisition, de fourniture, de mise en liberté ou de placement des animaux, et évidemment les noms et adresses des destinataires des animaux. Alors, cette directive a été donc transposée dans le droit interne, puisque, comme vous le savez sans doute, contrairement à un règlement européen s'applique directement dans les États, une directive doit faire l'objet d'une transposition. Une transposition, c'est-à-dire qu'il faut donc un acte des autorités du pays en question pour transposer les dispositions, puisque la directive fixe des objectifs que chaque pays de l'Union doit atteindre. Donc il appartient après aux États de transposer les dispositions, les objectifs de la directive dans le droit national. Ce que la France a fait avec un petit retard, puisqu'il fallait transposer ça d'ici, je crois que c'était novembre 2012, 10 novembre 2012. On a transposé au 1er février, c'est pas la première fois qu'on est en retard, et encore c'est que quelques mois, donc ça va. Donc ce décret est sorti le 1er février, il a été accompagné de 5 arrêtés d'application que vous avez là. Il y a tout d'abord l'arrêté relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation de projets importants à l'utilisation d'animaux dans les procédures expérimentales, l'arrêté fixant les conditions de fourniture de certaines espèces animales utilisées à des fins scientifiques aux établissements utilisateurs agréés, l'arrêté fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leur contrôle, l'arrêté relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, et celui relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu'utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques. Voilà les arrêtés qui ont accompagné ce décret. Donc la France autorise expressément la réhabilitation des animaux de laboratoire, pour autant que effectivement les conditions qui étaient visées dans la directive soient satisfaites. Alors, il faut notamment que voilà. Donc la réhabilitation, on s'aperçoit qu'elle n'est pas au cœur du dispositif, voilà, le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés peut être autorisé par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté. Alors là, on reprend les conditions dont on a déjà parlé avant, qui sont prévues à la directive, l'état de santé qui le permet, qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, animale ou pour l'environnement, et qu'il y ait des mesures appropriées qui aient été prises pour préserver le bien-être. On voit ensuite, on reparle des programmes de placement qui doivent être mis en place le cas échéant, programme de réadaptation lorsqu'il s'agit d'animaux d'espèces sauvages. Voilà. Ensuite, on voit que les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent, etc. Voilà. Donc les textes tels qu'ils ont été publiés dans le cadre du décret du 1er février 2003. Alors, ce qu'on peut quand même regretter, c'est que certes, on a
transposer les obligations, les dispositions de cette directive, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques lacunes. L'application du 4e R est quand même laissée à l'appréciation des utilisateurs. Il n'y a pas de guide de bonne pratique, c'est un peu le regret que l'on puisse avoir. Il y a évidemment une démarche tout à fait encourageante du Graal et d'autres associations, enfin c'est une Graal qui travaille. Mais malheureusement, il n'y a pas de guide de bonne pratique, mais il en existe par exemple au Royaume-Uni, où il y a un guide des bonnes pratiques qui a été édité. Par ailleurs, il n'y a pas de comité de suivi. Alors, je ne sais pas si la CNEA a envisagé ou envisagerait un jour de créer un comité de suivi de la réhabilitation animale. Je pense que ce serait une bonne chose parce que finalement, on transmet toute cette charge à une association qui est tout à fait respectable et qui fait un travail merveilleux, qui est le Graal, mais malheureusement, il n'y a pas derrière de suivi officiel, hein, je parle de suivi officiel, de la réhabilitation qui, en tout état de cause, vous le savez, ne peut toucher qu'un nombre restreint d'animaux, hein, puisque le Graal, d'après les données que j'ai trouvées sur le site, réhabilite à peu près, je crois, 400 animaux hein, par an. Quand on le compare au chiffre de 2 200 000 animaux utilisés selon les données que l'on voit dans le rapport de la Commission européenne, qui a été le rapport de décembre 2013, France d'ailleurs gros utilisateur d'animaux à des fins scientifiques, puisque sur les 11,5 millions, il y en a 2,2 millions en France, avec des données de 2010 par contre. Mais donc, en tout état de cause, la réhabilitation ne peut concerner que des animaux en nombre très très restreint, ça va être du 0,002% des animaux, et guère plus. Hein. Et ça ne touchera en fait que des animaux qui ont une belle image auprès des êtres humains, c'est-à-dire les chiens, les chats, les équidés. C'est un peu plus compliqué avec les rats et les souris, hein, puisque quand on sait que les rongeurs et les lapins représentent en gros 80% des animaux utilisés, on mesure bien la portée quand même très limitée de la réhabilitation animale. Donc c'est presque anecdotique, mais en même temps c'est essentiel. C'est une démarche qui, je pense, est très bonne pour l'image de marque des scientifiques, donc c'est une bonne chose. Pour les animaux, alors ceux qui sont encore en vie, alors il faut après faire le tri de ceux qui sont encore en vie en fin de protocole. Mais ça représentera toujours qu'un nombre, hélas, très limité d'animaux. Et en tout cas, tout ce que je peux espérer, c'est que le Graal ou que d'autres poursuivre leur action et que ce classement, bon, j'ai déjà vu sur le site, de temps en temps, Cédric publie que ce soit sur Facebook, je crois, en particulier, des possibilités d'adopter des souris, des rats, toutes sortes d'animaux, et j'espère que ces appels à l'adoption soient couronnés de succès. Donc voilà, en gros, ce que l'on peut dire sur le droit, de manière générale, applicable à l'animal. J'ai voulu être le plus synthétique possible, parce que c'est une matière qui peut être un peu barbante pour ceux qui ne sont pas juristes, et pour néanmoins vous donner un aperçu global du droit applicable aux animaux. On peut dire en conclusion que finalement le droit de l'animal, le droit animal est un droit sans droit pour les animaux. Hein. Donc c'est surtout l'utilisation de l'humain qui est toujours privilégiée. Je pense que là tout le monde en est bien conscient. Mais que grâce à l'Union européenne, avec ses directives et règlements, on aboutit quand même à un progrès, un léger progrès pour les animaux. Voilà, donc si vous avez des questions, je serai à votre disposition plus tard. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, alors ça c'est aussi un cheval qui est un cheval réformé de la garde républicaine, c'est un deuxième, il s'appelle le Prince de l'Avalon. C'est des chevaux qui dans le temps étaient envoyés, après usage par la garde républicaine et après les services rendus à la République, ils étaient envoyés aux abattoirs. Donc grâce à une association qui s'appelle l'association Limbérou, ces animaux ont été réhabilités, également réhabilités, et ils sont très heureux, ils vivent libres en Normandie dans un très très beau haras. Voilà. Merci pour